Hello tout le monde. On va encore attendre 3 minutes pour démarrer. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Hello, hello. Si Soumaya est là, n'hésite pas à demander à me rejoindre, que je puisse te donner la parole. Bon, j'en profite pour terminer mon apéro. Bon pas tous. J'ai 4 heures. Hello. Hello! Tu Je m'entends sais bien? pas si on m'entend mieux avec les AirPods ou pas. Vu que j'ai vu que tu les avais mis, je les ai mis. Ouais. En fait, je suis en train de me rendre compte que tu es en bruit général, mais c'est pas grave, je vais pas les C'est mettre. vrai? Ouais, Eh ça ben, n'a pas peut-être que je vais fonctionné. les enlever aussi. Alors, attends, bouge pas. Ça sera peut-être plus pratique. Ça donne. C'est bon? Ouais, nickel, on t'entend Ah, super bien. bon, bah, je t'entends bien aussi. Finalement, on n'a pas besoin de ces trucs. Attends, je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas un double son. Non, c'est bon, nickel. C'est bon? Bon, Ouais, super. écoute, comment tu vas? Bah, ça va. Ça va, Ouais, ça va. Ravie d'avoir la parole du coup dans ton live. eh oui. Le premier, tu fais partie. Ouais, bah, c'est top. Ouais. Ouais, exactement. Juste pour faire une petite intro et expliquer pourquoi on a décidé de créer ces rendez-vous. En fait, on s'est rendu compte qu'on créait beaucoup d'annuaires avec beaucoup d'assauts comme la tienne, mais que finalement, il y avait des mots un peu bizarres comme hyper-MS gravidique que personne ne connaissait et Ouais. finalement qui concernent énormément de personnes. Et on a défini, voilà, on s'est dit que ça pouvait être l'occasion d'utiliser ces lives pour expliquer un petit peu à tout le monde ce que c'était. Donc, on s'adresse aux personnes qui sont effectivement dans la situation de la maladie, mais également à tout l'entourage et toutes les personnes qui veulent en savoir plus globalement sur les maladies chroniques, dont l'hyper-MS gravidique, pour se dire que si demain on a une sœur, une cousine, voilà, quelqu'un qui est concerné, au moins on peut ne pas être dans ta situation où globalement tu ne savais pas ce que tu avais. Ouais. J'ai lu ton témoignage, il est bouleversant. Donc voilà, on y reviendra, mais c'était Ouais. vraiment les thématiques des chroniques. C'était, voilà, on prend 30 minutes, 1 heure pour discuter d'une maladie avec une personne qui la connaît particulièrement Mmh. et pouvoir répondre à tous les internautes qui se posent des questions en particulier sur la maladie. Donc Avec plaisir. un petit message avant concernant Mapato. Donc Mapato, c'est un site qu'on a lancé il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a une quarantaine de maladies référencées. Donc, on est vraiment la boîte à outils qui permet aux malades chroniques qui connaissent leur maladie de trouver plein d'éléments. Donc, vous pouvez trouver des soignants qui ont été référencés. Vous pouvez référencer vous-même des soignants. Vous retrouvez nos associations partenaires comme la tienne, AG. Et du coup, beaucoup de contenu, des articles, des services, des produits pour nous permettre de mieux vivre avec la maladie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu nous avais contacté.
pour nous dire que tu avais connaissance de ma patho et que tu serais ravie de pouvoir mettre à disposition des patients qui ont une hyper-MS gravidique, comme tu as pu le connaître, une liste de soignants. Et en fait, en lisant ton témoignage, le fait que tu aies été hospitalisée, que tu aies eu en face de toi des soignants qui n'avaient pas posé un diagnostic, qui t'ont laissé dans l'errance, qui t'ont pris pour folle, je pense que ça fait complètement sens de référencer des soignants qui connaissent la maladie et de pouvoir parler des symptômes pour permettre aux femmes qui aujourd'hui ont des nausées et beaucoup, beaucoup de vomissements, et tu nous parleras d'autres symptômes, de pouvoir savoir qu'elles ont cette maladie. Bah écoute, avec grand plaisir. Et je mets juste une petite parenthèse que tu as dit qui est très importante, c'est que ça ne s'adresse pas du tout qu'aux femmes qui l'ont vécu. C'est une maladie qui est tellement, une pathologie qui est tellement handicapante et lourde à vivre que tout l'entourage est au final touché. Et c'est important aussi pour des personnes qui sont des hommes, comme tu le dis très bien, des sœurs, des cousines, des amis, de connaître vraiment ce que c'est, parce que aujourd'hui c'est quand même encore un sujet presque tabou, on ne le connaît pas, et quand on le connaît, on n'a pas trop envie d'en parler, puis on met ça un peu sous couvert de « Ah bon, bah, c'est parce que tu as eu quelques nausées ou quelques vomissements », alors que c'est pas du tout ça. Ouais, exactement. Et j'ai trouvé que la place de ton mari dans ton témoignage était clé, et ton entourage, parce qu'au moment où on te dit pour folle et on te dit bah non mais c'est normal de vomir quand on est enceinte, et c'est exactement la chose avec l'endométriose, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Exactement. Bah non en fait. Enfin, derrière, il y a des pathologies. Tu lis dans mes pensées, parce que souvent, on fait le parallèle. Enfin, moi, personnellement, je fais beaucoup de parallèles avec ça. Parce qu'il y a 10 ans de ça, l'endométriose n'était pas connue. Quand on parlait des règles des femmes, ça faisait sourire les gens, que ce soit hommes ou femmes, surtout celles qui n'avaient pas mal, et puis qui prenaient un petit peu les femmes pour des chochottes quand elles disaient qu'elles avaient des douleurs vraiment handicapantes. Et aujourd'hui, parce que des personnes ont été connues, en ont parlé, on dit « Ah, en fait, non, c'est une vraie pathologie ». Et pour l'hyper-MS gravidique, malheureusement, on n'a pas de star, si je puis dire, en France en tout cas, qui l'a vécu, parce que Kate Middleton l'a eu, mais c'est pas ici. Donc forcément, on regarde ça un petit peu de loin. Et l'idée, c'est vraiment qu'on mette une idée, plus qu'un mot en fait, sur cette pathologie-là, avec un nom barbare, et comprendre un petit peu ce que vivent ces femmes-là. Ouais, et justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce mot barbare? Oui. C'est juste horrible, je pense, hyper-MS gravidique, il y a côté grave. Dans un sens, en fait, il représente très très bien ce qu'on vit, parce qu'on comprend rien, et puis c'est juste un mot atroce. Donc hyper-MS gravidique, on dit aussi hyperemesis gravidarium, donc c'est un mot latin. En gros, pour qualifier les vomissements incoercibles et les nausées incoercibles d'une femme. Quand on dit incoercible, c'est-à-dire qu'il faut complètement différencier les NVG, donc nausées et vomissements de grossesse, qui sont en fait des symptômes de grossesse qui arrivent au premier trimestre en fait de toute femme enceinte et qui sont elles normales. Donc toute femme enceinte classique, si je puis dire, qui n'a pas l'hyper-MS gravidique va avoir les petites nausées. On le voit souvent dans les super films qu'on voit à la télé, où on nous met une grossesse comme il faudrait qu'elle se passe, parce qu'on regarde le test et hop, on va aux toilettes. Bon, ok, avoir quelques nausées, avoir un odorat un petit peu plus développé, ça, on parle vraiment de nausées et de vomissements classiques de grossesse qui ne sont pas une pathologie. L'hyper-MS gravidique, on est sur une forme extrême, en fait, donc des nausées et des vomissements de grossesse. Qui dit extrême, dit que, donc on a comptabilisé ça, et malheureusement, les femmes ont eu le temps pendant toutes ces mauvaises heures, mauvaises journées de comptabiliser ça, c'est qu'il y a certaines qui vomissent entre 50, 30 fois par jour, 80 fois par jour, 100 fois, 130 fois. De mon côté, je faisais partie, on va dire, des extrêmes de l'extrême, où je pouvais arriver jusqu'à 150 fois par jour, jusqu'au point d'être dans un état cadavérique. Et il faut savoir qu'en fait, ces vomissements-là et ces nausées vont entraîner en fait un état général qui va être complètement atroce pour la femme, et qui va en plus lui donner un vrai état de santé qui peut vraiment mettre sa santé en danger, ainsi que celle de l'enfant. Et ça, c'est vraiment important de le noter. Je mets juste des petites notifs en haut. C'est vraiment important de... Il y en a plein, pardon. C'est vraiment important Bon, c'est pas grave, je vais les laisser, parce qu'en fait, je ne vois pas tes yeux vu que les notifs sont en haut. Attends. Hop. Ah, super. C'est super de parler c'est comme si tu avais un masque à l'envers, en fait.
Euh, un peu plus loin. Donc, pour reprendre le sérieux sur ce sujet qui est quand même assez grave, on parle vraiment d'un état de santé qui met en péril la vie de la maman et de son bébé. Il y a, comment s'appelait-elle? Je l'avais noté, Charlotte Brontë, qui est une romancière anglaise qui est décédée à 38 ans d'hyper-MS gravidique. Donc, c'est une romancière anglaise, on en parle. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui peuvent décéder de ça et il y a beaucoup d'enfants et de bébés qui partent à cause de ça. Pourquoi? Parce que cet état de santé général qui va se dégrader en fait au fur et à mesure et vraiment de façon exponentielle va entraîner une dénutrition, une déshydratation. On va avoir une hypersalivation qui est atroce. Il y a des femmes qui peuvent générer jusqu'à 1 litre de salive par jour. D'accord. Il faut comprendre que c'est vraiment horrible parce qu'elles sont mêlées entre vomir, avoir les nausées et puis en fait sortir la salive qu'elles ont. Donc c'est vraiment un état qu'on ne peut pas imaginer en fait tant qu'on l'a pas vécu. On va avoir un odorat qui va être hyper développé. C'est-à-dire que c'est pas juste l'odorat de la femme enceinte où on se dit ah tiens j'ai une odeur qui me gêne un peu. Non, ça va vraiment être malheureusement des femmes qui ne supportent plus leur propre odeur, celle de leurs enfants, celle de leur mari. Donc c'est quelque chose qui est très handicapant. On a un alitement systématique parce que du coup on a une asthénie générale, donc on peut plus se déplacer, on peut plus s'alimenter, donc on peut plus s'hydrater, on peut plus aller aux toilettes. Donc on a besoin forcément d'avoir un proche à côté de soi H24, jour et nuit, parce qu'on peut aller tout de suite dans des états qui sont dramatiques, du coup des tremblements, on va avoir de la fièvre, on peut avoir du coup vraiment des gouttes de sueur qui descendent à force de vomir. Il y a aussi certaines femmes qui ont des perforations œsophagiennes à force de vomir. Donc au début, on vomit de la bile, mais du fait d'avoir ce jeûne prolongé, on va se mettre à vomir du sang. Et à force de vomir du sang, ça va irriter tout l'œsophage et ça peut aussi entraîner du coup forcément une perforation de l'œsophage. Il y a vraiment encore beaucoup d'états que je peux vous décrire, mais qui sont vraiment importants parce que c'est lié en fait. C'est-à-dire qu'on ne parle pas juste des vomissements. Ok, les vomissements sont là, mais en fait tout autour, il va y avoir en plus une perturbation ionique, une perturbation vitaminique, des carences, une perturbation cardiaque. Donc il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des tachycardies. Pour ma part, j'étais à 150 battements par minute au repos, H24. Donc il y a un vrai risque aussi pour la maman. Une perturbation de la thyroïde. Donc, du coup, on peut être soit en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie. Il y a des femmes qui vont, du coup, aussi par la suite déclencher des maladies auto-immunes. C'est mon cas, tu as lu mon témoignage, donc ça fait partie, par exemple, des choses qui peuvent arriver. Une dépression, forcément. Un déchaussement des dents. Donc, ça, c'est super glamour parce que forcément, l'acidité des vomissements vont créer que les dents vont commencer à bouger et peuvent, du coup, se déchausser. Donc, il y a certaines femmes qui, après avoir vécu l'hyperémèse, en ayant vu le dentiste, il leur a demandé qu'est-ce qui s'était passé parce que c'est vraiment un état qui est assez grave du coup pour le côté dentaire. Donc c'est une sorte de parodontite si je me souviens. D'accord. Une photosensibilité, c'est aussi important de le noter. On va être face à des femmes qui vont mettre des lunettes de soleil chez elles ou qui vont essayer de faire par tous les moyens en fait de diminuer la luminosité parce qu'en fait la luminosité peut en plus encore créer les vomissements. Donc c'est vraiment, je prends le temps un petit peu de décrire en fait chacun très bien. De ces états parce que c'est important. C'est-à-dire que je veux pas que l'hyperémèse gravidique soit juste associée au vomissement. Oui, ok, on vomit énormément, mais sauf qu'en fait notre état général se dégrade. On ne vomit pas en se disant ah c'est cool, c'est bon, je peux reprendre ma vie normale. Non, l'état se dégrade vraiment et on a 8 femmes sur 10 qui atterrissent à l'hôpital et qui sont hospitalisées, qui doivent du coup être perfusées pour être réhydratées. Certaines vont avoir des sondes nasogastriques aussi pour pouvoir du coup réalimenter le corps parce qu'on peut vraiment atteindre jusqu'à 5% de la perte de poids initiale, ce qui est vraiment élevé. Et ce, en très très peu de jours. Pour parler de mon cas, comme énormément de femmes, j'ai perdu 15 kilos en 10 jours. Donc j'étais passée de 60 à 45, ce qui est énorme. Et pour parler d'un sujet qui tient à cœur l'ensemble des femmes, c'est aussi et surtout que ça peut malheureusement amener à des IVG. Il faut savoir qu'il y a 15,2% des femmes qui vivent l'hyperémèse gravidique qui ont recours à une IVG. Et pour certaines, j'ai même envie de dire qu'on est plus de l'ordre de l'IMG parce qu'en fait, on est plus sur une interruption médicale de grossesse et non pas une interruption volontaire. Dans le sens où on est dans le délai des 3 mois. Mais l'état de la femme est tellement en danger qu'elle n'a pas d'autre choix. Donc aujourd'hui, forcément, on va l'appeler comme IVG. On ne peut pas mettre le nom IMG parce qu'il est associé à après 3 mois. Néanmoins, il y a beaucoup de femmes qui le vivent très très mal parce qu'elles se disent en fait, non, moi j'aimerais garder mon bébé. C'est juste que si je continue, en gros, c'est ma vie que je vais perdre et puis je ne l'aurai pas non plus.
Et donc, ça peut apparaître à partir de combien de mois, combien de semaines C'est très rapide, hein. Généralement, on va dire qu'on est sur une moyenne de 5 à 6 semaines d'aménorrhée. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on a le test de grossesse. Pour certaines, ça va être le lendemain du test. D'autres vont avoir une semaine de répit et ça va se déclencher tout de suite. Mais ça n'excède pas les 7 semaines. D'accord. Ok. Et donc, les premiers symptômes où il faut s'alerter, c'est un vomissement continu et avec une aggravation et une perte de poids. Tout à fait. De poids, ouais. Ok. Exactement. Je pense qu'un vomissement ou deux, voilà. De toute façon, je pense chaque femme qui vit l'hyper-MS le sait. On est sur quelque chose qui est tellement extrême et comme tu le dis très bien, c'est du continu, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, on a très peu de répit, on a beaucoup de femmes qui ont du coup des vomissements qui sont spasmodiques, c'est-à-dire qu'elles commencent à midi, elles s'arrêtent à midi et quart et entre-temps elles ont vomi une trentaine de fois pour être vraiment dans un état chaotique, donc elles n'ont malheureusement pas d'autre choix que de se faire hospitaliser ou autre. Et donc, est-ce qu'on sait un petit peu les origines de la maladie? Pourquoi certaines femmes sont atteintes et pas d'autres? D'où ça vient? Tout à fait. On le sait maintenant de plus en plus, dans le sens où c'est une maladie qui est connue depuis très longtemps. Qui a beaucoup été associée pendant un certain temps, mais comme beaucoup de maladies, hein, sur des origines psychologiques, en disant mais c'est des femmes qui fabulent, sauf que toute personne qui a vu de ses propres yeux une femme dans cet état-là voit très bien qu'elle fabule absolument pas. On a malheureusement, et encore aujourd'hui, en 2020, des femmes qui atterrissent en hôpital psychiatrique alors qu'elles vivent l'hyper-MS gravidique parce qu'on est face à un personnel médical, des médecins, des gynécologues qui disent que la femme, elle exagère un petit peu, peut-être qu'elle se fait vomir elle-même, et puis ils l'emmènent en hôpital psychiatrique pour les femmes enceintes là-bas, ce qui est vraiment atroce. Mais aujourd'hui, bien évidemment, on sait que cette maladie n'est absolument pas psychologique, c'est comme l'endométriose, c'est pas du tout dans la vie des femmes. On a pensé pendant un moment aussi que c'était lié aux hormones. Ouais. C'est vrai que les femmes qui ont l'hyper-MS ont un taux de bêta-HCG qui est assez élevé, assez rapide. Mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie prédominance en fait, génétique par rapport à ça. Donc c'est clairement génétique que les femmes ont l'hyper-MS. Pour vous donner un exemple, on est deux sœurs. Ma maman l'a eu. Ma sœur ne l'a pas eu pour sa grossesse et moi, je l'ai eu pour mes grossesses. D'accord. Donc, bon, après, c'est juste mon cas. Il y a certaines femmes qui les ont et puis qui remontent des générations et qui n'ont ni leur mère ni leur grand-mère qui l'ont. Mais aujourd'hui, on a une prédominance génétique de 2 gènes qui ont un nom aussi barbare que la maladie. Donc, c'est le GDF15 et le IGFBP7. Donc, ce sont 2 gènes impliqués. Donc, en fait, c'est suite à une étude de Marlena Fenzo, à l'initiative aussi de l'association en fait Help Her, donc HER Foundation, qui est en fait l'équivalent de l'association de lutte contre l'hyper-MS gravidique donc aux États-Unis, qui a été publié le 21 mars 2018, qui démontre en fait que 2 gènes sont associés en fait à cette maladie-là. Et pour vous expliquer vulgairement un petit peu comment ça se passe, et il y a eu des travaux supplémentaires en fait qui ont été faits justement grâce à la fondation aux États-Unis, c'est qu'en fait ces gènes-là sont impliqués dans la fabrication du placenta. D'accord, ok. Et en gros, elles vont indiquer au placenta de produire justement les protéines GDF15 et IGFBP7, mais en trop grosse quantité. D'accord. Plus que la norme. Et le fait que ces 2 protéines-là vont être produites de façon plus grande que la normale. Donc, ça va induire du coup un taux anormalement élevé dans le sang. Et c'est ce taux-là qui va du coup induire les vomissements incoercibles. L'étude a été vraiment... il n'y a eu plus aucun doute en tout cas là-dessus. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est uniquement le facteur génétique ou s'il y a peut-être aussi du multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a le facteur génétique plus une cause hormonale ou autre. Mais en tout cas, la cause génétique est bien là. D'accord. Et donc, on peut avoir à d'autres moments des symptômes d'hyper-MS gravidique ou c'est vraiment que pendant la grossesse? Alors non, c'est vraiment que pendant la grossesse. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal et qui peut même vraiment rendre folles les femmes, c'est que tout va bien, on a le test de grossesse, on est heureux. Enfin, en tout cas, pour celles qui ne l'ont pas encore vécu et qui vont l'avoir, on s'attend à avoir une super grossesse et puis du jour au lendemain, tout bascule. En dehors de ça, tout va bien, on a tous les symptômes que je vous décris ne sont pas là. Par contre, il y a certaines femmes qui, suite à l'hyper-MS gravidique, gardent parfois encore les symptômes peu de temps après l'accouchement. Pour ma part, ça n'a pas été le cas. J'ai malheureusement eu 5 grossesses
et uniquement une de ma petite fille qui est arrivée à bout. Les 4 autres, malheureusement, ne sont pas arrivées à bout et dont certaines avec des hyperémèses gravidiques vraiment très, très violentes. Et chaque fois, quand elles sont arrivées à terme, donc que ce soit pour la naissance de ma fille ou à l'arrêt des 4 autres, les symptômes se sont arrêtés vraiment nets pour ma part. Oui, c'est ce que tu expliques dans ton témoignage, c'est ça aussi qui t'a expliqué que tu faisais une fausse couche. Par contre, pour certaines, elles gardent parfois un état qui va... alors là, pour le coup, peut-être qu'il y a un côté aussi psy, parce que c'est quand même une période qui a été vraiment atroce dans leur vie. C'est qu'elles vont parfois, comme ça, du jour au lendemain, on va avoir un petit peu un état nauséeux qu'elles n'avaient pas avant de vivre la GIP. Et Okay. Alors, il n'y a aucune étude là-dessus, mais vu qu'on se parle tout entre nous, on voit quand même qu'il y en a certaines qui le vivent. Ok. Et donc, du coup, on peut se dire que si sa mère ou sa sœur a eu l'hyperémèse gravidique, on a plus de... Enfin, voilà, on sait qu'il faut être plus vigilant sur son état de santé et que, voilà, s'il y a une perte de poids et un vomissement fort... Alors, moi, j'ai envie de dire de garder espoir. Néanmoins, c'est important de connaître la maladie dans le sens où ce qu'il faut, c'est avoir une prise en charge rapide. En fait, dans cette maladie, il ne faut pas que la maladie s'installe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est arrivé sur une grosse perte de poids, beaucoup de vomissements pendant 10 à 15 jours et qu'on n'a eu aucune médicamentation qui a marché, on rentre un petit peu dans un cercle vicieux d'un état critique. On est confronté à du personnel médical qui parfois ne connaît pas la maladie ou qui nous ballotte d'hôpital en hôpital. Et c'est tout de suite la catastrophe. Alors que si déjà on a une connaissance et qu'on se prend en charge en fait tout de suite dès le premier ou le deuxième jour, on a plus de chances déjà de survivre à l'hyperémèse gravidique. Mais c'est fou que dans les premiers jours, parce que du coup, dans ton process, tu apprends que tu es enceinte, tu vas voir ton médecin généraliste, certainement, pour faire des prises de sang, etc., pour bien confirmer la grossesse. Et à aucun moment, on te dit, voilà, par contre, faites attention, si vous avez tel symptôme et tel symptôme. C'est ça le pire. C'est que faut savoir que ça fait partie des causes principales d'hospitalisation des femmes pendant qu'elles sont enceintes. D'accord. Néanmoins, on n'en parle pas. Enfin, moi, du coup, j'ai dû arriver à ma 3e grossesse pour pouvoir, parce que mon mari a fait des recherches, parce que j'ai enchaîné les malaises, les pompiers me prenaient vraiment comme un cadavre pour m'emmener à l'hôpital, et puis qu'il se disait qu'il allait perdre sa femme et son bébé, qu'il a cherché sur Internet, cherché, et qu'il a vu qu'au final, dans d'autres pays, comme au Canada, ou aux États-Unis, ou encore même en Espagne, c'était beaucoup plus reconnu, et puis on en parlait en fait. Les gynécologues, ça faisait partie presque de leur jargon de se dire, bon, il y a une pathologie qui existe, des femmes qui vivent l'hyperémèse gravidique. Et il faut savoir en plus, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est vraiment très très important, c'est que le fait d'avoir ces vomissements incoercibles, quand je parle du fait que ça peut mettre la vie de la maman en jeu et celle du bébé, donc pour la maman, je vous ai déjà listé l'ensemble des choses qui sont catastrophiques liées au cœur, la thyroïde, l'état vraiment de santé qui se dégrade. Mais les vomissements peuvent créer un décollement du placenta. Et on sait que les 3 premiers mois sont clés pour que le bébé s'accroche. Et on a énormément de femmes, moi la première, qui se retrouvent à avoir des scènes dignes d'un film d'horreur. Et puis vraiment, on se sent... on sort de son corps et on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, parce qu'on est baigné dans des vomissements qui ne s'arrêtent pas, des spasmes, on se met à sortir du sang parce qu'il n'y a plus rien dans le ventre, et bizarrement on se retrouve à avoir aussi, faut le dire parce que c'est pas tabou, du sang en bas, et quand on est enceinte, c'est quelque chose qui est alertant, et on se rend compte qu'en fait quand on va aux urgences, il y a eu un décollement du placenta. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a énormément de femmes qui y vont parce qu'elles ont des vomissements et elles ont un décollement, et il n'y a aucun, peut-être certains en tout cas je les ai pas rencontrés, mais qui font le lien du fait que c'est lié au vomissement, parce que c'est des spasmes, mais que du coup l'estomac se soulève, on est vraiment dans un état complètement de tremblement, et que du coup ça peut créer un décollement, et du coup forcément il faut se coucher. Donc il y a un gros problème d'information, et des professionnels de santé et des femmes quand elles tombent enceintes, de les prévenir. Exactement. En cas de problème. Et ça concerne combien de femmes, combien de pourcents de femmes enceintes? Alors, en termes de pourcentage, il n'y a pas d'études, malheureusement, qui a été faite par rapport à ça. Et c'est quand même on va dire une grosse différence, parce qu'on parle de 1% à 3%. Parce que voilà, on va dire que c'est, je pense, un petit peu tout le monde qui se donne l'info, et puis quand on lit tous les articles qui ont été faits là-dessus dans les journaux, les magazines, on voit qu'on parle de 1 à 3%, il y en a certains qui parlent de 5%. Maintenant, aucune étude a été faite, et on pense toutes que c'est beaucoup plus que ça. D'accord. Et il y a des traitements, quelque chose à faire en particulier? Qu'est-ce qu'on te dit dans ces cas-là pour te dépister? Oui, il y a des traitements qui existent. Alors là-dessus, c'est là que le fait d'avoir en tout cas notre association qui a été fondée en 2018, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, et cette collaboration maintenant avec Mapato qui prend tout son sens,
pour pouvoir avoir des professionnels de santé, comme on dit, âgés friendly. C'est très, très important. C'est comme si, et là je grossis un petit peu la chose, il y a quelqu'un qui a une problématique, je ne sais pas, gastro-intestinale, enfin voilà, il soupçonne une maladie de Crohn et puis il va voir au final je sais pas, un dermato. Et puis que le dermato ne sait pas. Ok, mais donc du coup, il est important que les gens puissent trouver l'information et trouver des professionnels de santé qui puissent vraiment les aiguiller et surtout leur donner un vrai traitement qui marche. Alors, en termes de traitement, il y a des antiémétiques qui sont souvent donnés pour ces femmes. Des antiémétifs Également. Maintenant, ce qui est vraiment très très difficile, c'est qu'étant donné que c'est une maladie qui n'est pas reconnue en France, on n'a pas de protocole vraiment établi. Alors l'association, en tout cas, travaille avec beaucoup d'établissements de santé, en tout cas, pour pouvoir vraiment avoir un protocole national pour pouvoir ça. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le seul protocole qui existe est un petit peu un protocole qui est un peu dans la tête de beaucoup d'hôpitaux, qui est de se dire oh, attention, il y a une vomisseuse, parce qu'attention, il y en a beaucoup qui les appellent encore comme ça. Donc, une femme qui a deux doigts de perdre son bébé ou sa vie, entendre ça par les personnels de santé, c'est un petit peu difficile, qui font ce qu'on appelle en fait un isolement dans le noir. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont vécu ça. Je l'ai vécu pour ma part et beaucoup d'autres femmes le vivent. Ils sont tellement démunis. Et puis ils cherchent un petit peu dans leur petit papier. Et puis ils se disent, ah tiens, je vois que vomissement incoercible est égal isolement dans le noir. Du coup, ces femmes-là se retrouvent isolées dans des chambres d'hôpital avec interdiction stricte de voir leur famille pendant des jours. Et on leur envoie bien évidemment des psychologues assez régulièrement, fréquemment, tous les jours pour un petit peu fouiller, voir s'il n'y a pas forcément peut-être un lien psychologique. J'ai été frappée dans ton interview, dans ton témoignage, du fait que tu parles de maltraitance à plusieurs reprises. Tout à fait. Je pense que tu veux peut-être nous en parler un peu de ce que tu as vécu justement par manque de traitement, parce que ça peut aussi effrayer et voilà, ça peut aussi informer de se dire si j'ai une amie qui est enceinte ou quelqu'un de ma famille qui vit ça, c'est pas normal. Exactement. En tout cas, on en parlera tout à l'heure, mais si vous avez quelqu'un ou vous qui vivez, contactez l'association, regardez sur Mapato un professionnel qui est âgé friendly, c'est très, 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 très important. Ne restez pas comme ça, parce que ça peut vraiment amener à des états difficiles et vraiment à des drames familiaux, parce qu'on peut être sur des pertes qui sont quand même très, très chères. Pour faire quelques anecdotes qui ne sont pas forcément très, très sympas, que j'ai un petit peu essayé moi aussi de mettre très, très loin dans ma tête, mais on parlait tout à l'heure de maltraitance. Oui, il y en a beaucoup de la maltraitance. Il y en a eu beaucoup. De toute façon, sur mon témoignage, il y en a quelques-uns qui sont cités, mais pour en prendre un, il y a eu une des fois où mon mari m'a amené, du coup, là, c'était lui qui m'avait amené aux urgences et pas les pompiers, parce que je ne m'arrêtais pas de vomir. J'ai envoyé mes côtes alors que j'étais censée être à 2 mois et quelques de grossesse. Il n'y avait rien de normal, alors que j'étais ni maigre, ni trop. Ouais, c'est bon, je suis revenue. Ouais, c'est bon, désolée. Et du coup, donc en fait, la cause du fait qu'il m'ait emmenée, même si moi à ce moment-là, j'essayais de gérer mes vomissements comme je pouvais, donc je gisais en fait dans le lit où il y avait mon mari et ma mère, en fait, enfin mes parents qui se relayaient. Donc mon mari allait au travail, mes parents étaient là, et donc le soir, mon mari était là pour pouvoir avoir un sac, pour pouvoir vomir, parce que c'était juste impossible de se déplacer, pour pouvoir me faire un minimum de toilette, etc. Et donc c'est là que j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'était pas normal, parce que il y avait du sang. Donc, il m'a emmené du coup aux urgences et on se retrouve face à. Bon, après, ça, c'est peut-être aussi lié un petit peu aux urgences. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, j'étais dans un état quasiment dans le malaise, avec une mare de sang autour de moi. Il disait que sa femme était enceinte, qu'elle était peut-être en train de perdre son bébé. J'étais dans un état catastrophique. Et puis, en fait, il lui hurlait dessus. Il me hurlait dessus également. Il faut savoir aussi que, autre chose dont je n'ai pas parlé, ces femmes-là pour la majorité, n'arrivent plus à parler. En fait, on est tellement de fatigue, mais extrême. En plus, on est sur des jeûnes prolongés. Ces femmes-là, en fait, vomissent et puis ne s'alimentent pas. Donc, c'est vraiment catastrophique. Donc, moi, pour ma part, j'essayais d'écrire, en fait, sur du papier ce que je voulais dire. Il m'était impossible de parler. Mais vraiment, c'était complètement impossible. Et du coup, ils ont refusé que j'écrive. Ils essayaient de me poser des questions. Ils me disaient, mais pourquoi elle répond pas celle-là? Mais elle répond pas, c'est pas possible. Et donc, quand mon mari leur a dit, mais il faut absolument que je sois là, vous savez, dans le fameux SAS au départ, pour pouvoir après vous emmener voir un gynécologue et éventuellement faire aussi une échographie, parce qu'en fait, on avait aussi un peu peur pour le bébé.
Ils ont refusé. Donc après, mon mari s'est énervé, etc. Donc bref, ça a donné lieu à une catastrophe totale. Bon, au final, j'ai été hospitalisée là-bas, mais bon, on voyait que ça les faisait chier, hein, parce que bon, c'est toujours un peu embêtant en fait au final de gérer ça. Quand on demande du coup des haricots pour pouvoir vomir, parce qu'en fait, on a du mal à marcher avec sa perfusion jusqu'aux toilettes parce qu'on peut tomber, s'arracher la perf, ça leur fait pas plaisir. Et puis, une dernière anecdote, parce que j'en aurais plein, mais bon, on va pas passer tout notre temps là-dessus. Ce qui était assez drôle, c'est dans une autre hospitalisation, parce qu'il faut savoir que j'ai fait, en tout cas pour ma 3e grossesse, qui malheureusement s'est terminée, 3 hospitalisations, donc 3 hôpitaux différents, parce que à chaque fois, on me disait, on peut plus rien pour vous, madame, rentrez chez vous, ou sinon faites une IVG. Mais si vous voulez une IVG, on peut vous donner un rendez-vous, sinon vous rentrez. À 45 kilos, dans un état où vous ne pouvez plus marcher. Voilà. Et donc, pour ma dernière hospitalisation, en fait, on m'a ramené le petit-déj. Et en fait, j'ai essayé de leur expliquer par un petit bout de papier que je ne pouvais pas de toute façon manger, en fait, que j'avais juste ma carte pour... Et on me criait dessus en me disant, mais tu peux pas boire ton bol, je t'ai préparé ton bol de lait, mais tu veux quoi? Mais est-ce que tu veux du café ou du thé? Mais elle peut pas répondre, celle-là. Voilà. D'accord. Donc, c'est assez difficile et il faut vraiment voir que, on parle d'une grossesse, on parle d'un moment heureux de notre vie, où au final, on est entre la vie et la mort, on ne sait pas si on va garder notre bébé. Pour ma part, pour l'âgée qui a été la plus atroce pour moi, qui est celle dont je parle beaucoup, en tout cas dans le témoignage, au final, j'étais dans un état tel que, bon, on m'a donné après d'autres médicaments dans ma dernière hospitalisation, et puis bizarrement, on a vu que je reprenais 300 grammes. Donc, ils se sont dit, oh, super, elle est arrivée à 46 kilos au lieu de 45, 300. Donc, forcément, on me dit, bon, allez, maintenant, il faut sortir parce que, bon, vous avez l'air d'aller un petit peu mieux. Ouais. Mon mari leur dit, voilà, par contre, il faut faire quand même des analyses parce que son cœur à 150, c'est pas normal. Sa thyroïde qui est complètement HS, c'est pas normal. Écoutez, voilà, elle ira dans un laboratoire plus tard, mais là, visiblement, elle a repris un tout petit peu de poids et puis elle vomit plus qu'une 50aine de fois au lieu de 100 fois. On parle d'une 50aine au lieu de 100. Nickel. Moi, de toute façon, j'étais. En fait, c'est comme si, comme je le disais, on sort un peu de son corps. En fait, on se fait emmener, on fait confiance en fait à nos proches. Donc, mon mari m'a énormément soutenue. Et s'il n'était pas là, je pense que je ne serais pas en vie, et mes parents aussi. Et au final, donc en fait, j'ai demandé une échographie à ce moment-là parce que je voulais voir mon bébé, parce que j'avais déjà eu je ne sais combien de décollements du placenta. Puis on me l'a refusé en me disant, mais vous faites chier là. Ouais. Vous rentrez chez vous. Bien de sortir. C'est ça. Il serait bien de sortir. On va vous donner votre anti-hémétique et puis vous rentrez chez vous. Et au final, j'avais vu en effet que les vomissements s'étaient un petit peu apaisés, mais je parle d'un petit peu apaisé, hein, j'étais toujours dans un état catastrophique. Donc j'ai passé du coup 3 semaines à la maison, accrochée au lit avec mon mari et mes parents qui se relayaient. Et donc ma seule sortie où je m'étais dit, allez, je vais me préparer, je sais que ça a beaucoup, beaucoup marqué mon mari, il m'en parle encore aujourd'hui, parce qu'il m'a dit, c'est la seule fois où je t'ai vu, c'est tout bête, hein, mettre un chapeau et puis quelque chose, ne pas me voir sortir en fait vraiment avec la bouche sèche et puis vraiment ressembler à un cadavre. Enfin, je ressemblais à un cadavre, mais apprêté. Cadavre apprêté, j'avais mis une robe et tout en me disant ouais c'est cool, je vais enfin voir mon bébé. Échographie du premier trimestre, des 3 mois, et en fait mon bébé était mort depuis maintenant 2 semaines et demie. Et en fait le fait que j'avais repris du poids était lié au fait que il n'avait pas survécu face à mon état. D'accord. Donc c'était assez compliqué, et le fait que je sois aussi dans un état assez difficile, parce qu'il faut savoir aussi que quand les femmes vivent ces fausses couches-là, arrivées à ces stades-là de grossesse, généralement, on est sur une anesthésie générale. D'accord. Une anesthésie générale sur une femme qui est carencée, a des pertes vitaminiques, a de la tachycardie, enfin bref, tout plein de problèmes. C'est un peu compliqué. Pour ma part, j'ai échappé de très peu à la transfusion sanguine parce que j'ai fait une hémorragie liée à mon décollement. Donc, j'avais perdu plus d'1,5 litre de sang. Et à l'issue de cette grossesse-là, j'ai dû ils m'ont retapé en me donnant toute une batterie de vitamines, etc. Parce qu'ils m'ont dit que c'était quand même assez chaud, mon état. Oui, Et puis, il faut aussi savoir qu'on a une perte musculaire qui est complètement atroce, parce que forcément, on est alité pendant de nombreux mois. Donc, il faut petit à petit essayer de remuscler son corps, etc. Donc, c'est assez difficile. Et donc, du coup, dans ton témoignage, tu parles des États-Unis. Du fait que tu es aux États-Unis pour trouver un gynécologue là-bas, parce que la maladie est donc un traitement. Et donc, en France, du coup, c'est pour ça que tu as créé l'association, pour essayer d'être reconnue. Exactement. Alors, je ne l'ai pas créée. Moi, j'aurais rêvé la créer, mais c'est
Laetitia et Audrey que je présenterai tout à l'heure qui l'ont créé. Mais quand il nous est arrivé tout ça avec mon mari, on s'était dit qu'on le ferait. Parce qu'après donc la 3e arrêt de grossesse, on essayait un petit peu de repartir de l'avant et puis se dire que voilà, maintenant on connaît la maladie, donc du coup on se renseignait beaucoup. Et on s'est dit d'ailleurs qu'on se faisait une petite semaine de vacances pour se dire qu'on allait essayer de passer à côté toute cette période qui a été vraiment dramatique. Et je parlais tout à l'heure du fait que l'hyper-MS peut vraiment flinguer le corps d'une femme et notamment entraîner certaines maladies auto-immunes, ce qui a été en tout cas mon cas parce que j'avais pas du tout ça avant, donc qui est le syndrome du antiphospholipide, qui fait que du coup, ça peut créer en fait des caillots dans le corps, si on veut vulgairement. Et du coup, à l'issue de cette super semaine de vacances à l'île Maurice, qui était géniale, mais bon, que j'ai complètement oublié parce qu'en fait, l'événement dramatique qui s'est passé a fait que j'ai l'impression d'avoir rêvé, c'est que j'ai fait une fausse couche dans l'avion. Donc voilà, ça a été vraiment le gros coup de massue dans notre tête parce qu'on se dit que même dans les films les plus dramas, il n'y a pas ça. Le réalisateur pourrait même pas imaginer ça. Donc ça a été une phase qui a été très très compliquée, que je vous laisse imaginer. Du coup, on avait une escale à Dubaï, donc Dubaï-Paris avec mon mari qui était en train d'éponger puis d'essayer de faire en sorte que les gens comment on appelle ça, le personnel navigant ne voit pas la catastrophe qui était en train d'arriver, parce que sinon il y aurait eu forcément un retour en arrière et puis on savait en fait inconsciemment ce qui se passait, mais dans ce moment-là tu te mets en mode survie, c'est clair. Un peu comme dans l'AG, et du coup on a réussi à gérer comme on a pu. Donc cela a entraîné encore du coup à l'arrivée de la France une opération, puis encore une autre opération. Donc en tout, ça fait déjà aussi beaucoup d'opérations pour des curetages, etc. Donc déjà, c'est pas du tout agréable. Et à l'issue de ces 4 arrêts de grossesse, en fait, on s'est dit que c'était pas normal. Et on cherchait ici, il n'y avait rien, pas d'association, il y avait juste quelques groupes Facebook, mais c'était pas des groupes qui, en tout cas, pouvaient amener, on va dire, une parole vers du personnel médical et vers une vraie prise en charge. C'était juste des groupes de soutien. Et j'ai vu bien évidemment que l'association aux États-Unis avait, comme nous maintenant on le fait ensemble, après beaucoup de travail des fondatrices et puis de nous et des ambassadrices, un petit peu ce qu'on a aujourd'hui grâce à Mapato, c'est qu'on a des personnels, des gynécos, des obstétriciens qui sont référencés en fonction des États aux États-Unis et puis qui disent voilà, si vous avez l'AG, vous avez la liste de 2, 3, etc. Donc, on s'est dit, on va essayer d'aller à New York. Hein. On rêvait d'y aller. C'est le moment. Voilà, on va lier l'utile et l'agréable. Et du coup, on est allé là-bas. On a pris un rendez-vous avec une gynéco, donc AG Friendly, qui était remarquable. Elle a passé ce qu'on voit rarement ici, enfin en tout cas, pas souvent du moins. 1h45 de rendez-vous avec nous pour nous expliquer que là-bas c'était reconnu, qu'elle voyait beaucoup de femmes comme ça, que c'était pas dans notre tête, que ce qu'on avait vécu était atroce, qu'il fallait vraiment que maintenant pour notre prochaine grossesse on ait vraiment un protocole qui soit établi. Et donc c'est grâce à cette gynécologue-là que j'ai eu un protocole qui a été bien listé sur ce qu'il fallait prendre dès que j'avais le test positif, là où il fallait m'alerter, etc. Et c'est grâce à ça que ça a fonctionné. D'accord. En sachant en plus que on a aujourd'hui un médicament qui est le Cariban, qui est né de Donormil et de vitamine et d'un dérivé de vitamine B6, qui est enfin depuis le mois dernier autorisé sur le marché en France et qui est donc maintenant disponible pour les femmes qui ont l'AG, qu'il était en aux US et au Canada et dans d'autres pays, mais pas en France. Donc là, c'est une super nouvelle. Et en fait, c'est ce médicament-là que je m'étais procuré là-bas. Maintenant, en tout cas, il existe. Et combiné à ça, donc en fait, une batterie de médicaments. Moi, je suis pro méthode naturelle, mais malheureusement, là, même si j'avais sniffé du gingembre, ça n'aurait rien fait. Donc, j'étais obligée, parce qu'il faut voir, pour ma première grossesse, mon mari, lui, il rigolait. Il me disait, ouais, j'allais être en mode pisse zen avec des diffuseurs très, très loin, parce qu'on n'a pas le droit. Mais bon, voilà, quoi, faire du yoga. Malheureusement, ça n'a pas du tout été ça pour moi. Faut savoir là-bas aussi que le médicament qui est beaucoup donné aux femmes enceintes, mais qui n'a pas d'AMM, c'est-à-dire d'autorisation de mise sur le marché, qui est le Zofren, donc l'endocétron, qui en fait sur le Zofren. Oui, tout à fait. Donc en fait, pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce médicament à l'autre nom barbare, c'est en fait un médicament qui est donné contre les vomissements liés aux personnes qui subissent des chimiothérapies et donc qui ont un cancer. Ah oui. C'est-à-dire qu'il est délivré uniquement sur une ordonnance particulière, donc la petite ordonnance bleue, pour les personnes qui ont un cancer et qui sont en pleine chimio.
C'est un médicament qui va atténuer en fait les nausées, les vomissements, parce que les chimiothérapies malheureusement engendrent ce genre de conséquences. Il faut savoir que c'est un médicament qui fonctionne pour certaines, pas pour d'autres, qui doit être combiné à d'autres médicaments, mais en tout cas c'est quelque chose qui doit être testé. Il faut savoir qu'aujourd'hui les médecins, je mets des guillemets, n'ont normalement pas le droit de prescrire aux femmes enceintes. C'est-à-dire que tous les médecins qui le font, en fait, ils le savent qu'ils le font parce que en fait, ça marche, parce que c'est fait aussi ailleurs. Mais ça ne fait pas partie des autorisations. Et il y a certains médecins qui disent non, je ne vous le donnerai pas. Et donc, c'est du coup aussi assez difficile. Et pour autant, aux États-Unis, depuis maintenant des années et des années, il y a des femmes qui vivent l'âgé qui ont ce médicament-là en pompe chez elles. C'est-à-dire qu'elles vivent une hospitalisation à domicile et ils ont ce médicament-là pour pouvoir survivre en fait à l'âgé. Parce qu'attention, on ne parle pas de vivre normalement, on parle vraiment de survie. Parce que si on n'est pas médicamenté, soit on perd son bébé, soit on perd sa vie, ou les deux. Donc, mais que c'est un super mauvais parallèle, je pense. Mais quand j'ai lu ton interview et j'ai vu la différence de poids de ta photo avant et après, j'ai pensé à Bella dans Twilight. Oui, mais... Non, mais vraiment. Enfin, c'est l'image. En fait, je pense que si on doit se représenter une image d'hyper-MS gravidique, de la perte de poids, c'est exactement ça. Cette photo, à la base, on l'avait pris avec mon mari à ma deuxième hospitalisation, je crois. Donc, il faut savoir que j'étais encore pire que ça, arrivé en moi. Et il me disait, allez, essaye de sourire, prends une photo, parce que comme ça, on le montrera au bébé. Et c'est embêtant, ça, quand même, parce que ça met une petite émotion. Mais bon, c'est normal. Et voilà, et donc c'est pour ça, parce que moi, je voulais pas prendre de photos. Je voyais mon état qui était vraiment horrible. J'avais vraiment envie de vivre un bon moment. Et quand je me voyais à chaque fois en train de me traîner, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui se traînent, il faut vous dire la vérité, on ne peut pas marcher. Donc on est là, on sort du lit, on se traîne par terre pour pouvoir aller aux toilettes ou essayer de se mettre un petit peu d'eau. À ce moment-là, je me rappelle que mon mari me mettait des bouchons d'eau. Il prenait le bouchon de l'évian ou peu importe. Il essayait de me donner un peu d'eau comme ça, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui rentrait. Et il m'avait dit, allez, vas-y, prends cette photo, comme ça on la montrera au bébé. Donc je lui dis, bon, allez. Il a compris que je lui avais dit, bon, allez. On a pris cette photo. Et au final, c'était une photo qui a été très, très, très difficile pour moi de regarder pendant très, très longtemps. J'ai même voulu la supprimer pendant toute l'année 2018, parce que je me suis dit que ça représentait que des très mauvais souvenirs. Enfin, c'était la perte de mon bébé. J'ai quand même vu son cœur battre. Il faut arrêter de croire que les femmes qui perdent un bébé à 3 mois, en tout cas toutes les personnes qui disent que c'est que des cellules avec un cœur qui bat, c'est peut-être elles qui fument du gingembre, mais en tout cas, c'est pas vrai. À un moment donné, les femmes s'attachent à l'enfant et la famille s'attache à l'enfant dès le test positif. On s'imagine quelque chose, on vit la grossesse. Il y a des femmes qui sentent leur bébé bouger très tôt. Donc non, c'est pas juste des cellules, non, c'est une vie qui était en nous, c'est un vrai bébé auquel parfois on a imaginé un prénom, etc. Donc il y a toute une histoire de vie et de famille autour de ça. Et donc j'ai voulu la supprimer. Au final, grâce au voyage à New York, à tout le protocole qui a été fait, j'ai réussi à avoir ma fille, même si ça n'a pas été sans encombre, parce que ça a été une grossesse qui a été très, 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 très tumultueuse. J'avais chiffré je l'ai noté quelque part, mais c'est pas grave, plus de 2000 et quelques médicaments que j'ai pris sur 9 mois, entre les piqûres, justement le Zofren qui est normalement dédié aux personnes qui font des chimios, bref, tout un tas de médocs pour pouvoir l'avoir, ce qui a été vraiment très très lourd. Et au final, pendant en fait, cette période-là, on s'était dit que dès que notre enfant naît, il faudra qu'on crée une asso, parce qu'elle est née en fin 2018. D'accord. Et donc, au final, je pense que toutes les femmes qui ont eu la chance, en tout cas, d'avoir un enfant, savent très bien que les premiers mois, on a plein d'idées en tête en pensant qu'on va travailler, qu'on va monter des assos avec le bébé comme ça. Mais c'est pas vrai, parce qu'on s'en occupe beaucoup et qu'il nous demande beaucoup de temps. Donc, du coup, on a mis ça un petit peu de côté. Et puis, au final, petit à petit, avec les recherches, en fait, je suis tombée sur l'association de lutte contre l'hyper-MS gravidique fondée par Alicia et Audrey. Et puis, du coup, petit à petit, moi, j'avais envie de faire plein d'actions. Donc, je suis devenue ambassadrice Île-de-France. Avec d'autres ambassadrices en Île-de-France, pour pouvoir diffuser des dépliants dans des pharmacies, dans des centres liés aux femmes enceintes, etc. Vraiment pour pouvoir donner de l'information et puis montrer ce que c'est que cette maladie-là. Et puis après, de fil en aiguille, Alicia et Audrey m'ont contacté, moi et Marlène Morgado, pour pouvoir faire partie des équipes vraiment de l'association et pour pouvoir vraiment faire des actions un peu plus fortes. Et c'est comme ça que
en écrivant mon témoignage, même si c'était dur pour moi, je me suis dit, parce que très peu de femmes le font. Généralement, tous les témoignages que vous allez voir, même les noms parfois sont changés, parce que c'est vraiment une épreuve qui est très très dure pour nous. On n'a même pas envie de dire, voilà, d'associer notre nom à ce témoignage-là, ou sinon on prend des photos qu'on trouve sur Internet. Et moi, je me suis dit que c'est parlant, parce que c'était à peine quelques semaines après la photo que j'avais prise, et pour montrer aux gens que c'est pas... non, c'est pas dans nos têtes. On se retrouve à l'hôpital avec branché avec plein d'électrodes et puis des sondes nasogastriques pour certaines, des perfusions pour d'autres. C'est vraiment des périodes qui sont lourdes. On a une femme en ce moment qu'on suit qui vit une période très 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 difficile parce que donc elle est victime d'AG. Ils lui ont donné donc une sonde nasogastrique parce qu'elle est arrivée à une perte de poids drastique. Donc je crois que c'était presque 43 kilos si mes souvenirs sont bons, mais en tout cas une perte de poids vraiment énorme. Et il faut savoir qu'il devait lui changer la sonde à chaque fois qu'elle vomissait. Sauf que elle vomissait peut-être 100 fois par jour. Ouais. Donc, on est vraiment sur... c'est horrible, quoi. C'est comme si on maltraite notre corps. Elle a été aussi, du coup, face à des personnels médicaux qui l'ont maltraitée, qui l'ont fait penser que c'est dans sa tête, qui lui ont ramené des psys. Moi, j'ai maudit, j'ai encore la tête de cette trois petits points de psy qui venait et qui essayait de me faire parler de ma mère, alors que j'essayais de lui expliquer sur un papier que je ne pouvais pas m'exprimer et parler, et qui me demandait quelles sont vos relations avec votre mère. Je ne vois pas le rapport. Donc non, c'est vraiment difficile. Pour faire le parallèle par rapport à tout ça, là où je veux vraiment faire comprendre aussi aux personnes qui nous regardent, et puis j'espère que les gens vont comprendre, c'est que c'est aussi une sorte et une forme d'infertilité que d'avoir l'AG. Parce qu'aujourd'hui, les femmes qui ont vécu ça, il y en a certaines qui ont leur grossesse qui se termine tragiquement et puis qui n'en refont pas d'autres. Ouais. Et qu'à la base, elles avaient un projet d'enfant avec leur mari, donc il n'y en a plus. Et il y en a certaines, du coup, qui ne peuvent pas avoir d'enfant parce qu'elles savent qu'au final, chaque fois qu'elles vont avoir un enfant, elles vont se retrouver soit à avoir une fausse couche parce que leur état se dégrade, parce qu'elles n'ont pas encore trouvé du coup la médicamentation qui fonctionne pour elles. En plus, une médicamentation qui fonctionne une fois, parfois ne fonctionne pas pour une grossesse. Donc c'est vraiment une pathologie qui est compliquée. Et je veux vraiment dire que c'est important parce que c'est comme des femmes et des familles qui font de la PMA, ou des femmes qui ont l'endométriose et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Des femmes qui ont l'AG, c'est pareil. Donc les gens qui vous disent du coup, alors le petit deuxième, c'est pour quand? J'ai l'AG en fait, donc c'est pas aussi facile. Je peux pas juste en fait me réveiller avec un test positif et me dire bon c'est superbe, j'annonce à mon employeur au bout des 3 mois. Non, c'est des femmes qui du coup peuvent perdre leur boulot, peuvent perdre leur mari. On a certaines femmes qui ont témoigné et qui ont des maris qui ont pris la fuite, hein, parce que c'est une forme de gestion. Hein. Non, mais c'est lourd. Hein. Merci, le mien n'a pas pris la fuite et a été exemplaire sur ce sujet. Et heureusement, la majorité quand même des conjoints ou conjointes, en tout cas, accompagnent au mieux ces femmes. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On a des pertes de travail, parce que déjà, encore une fois, c'est un autre sujet. Grossesse et travail, j'ai pas l'impression que ça fait bon ménage tout le temps. Mais alors, grossesse, travail et AG. Oui, j'imagine. Et dès le début en plus. Donc, Tout à fait. Exactement. Là, on a eu des témoignages. Certaines se ligaturent les trompes. Tout à fait. Oui, complètement. Parce que c'est pas possible en fait de se dire que. Parce que faut comprendre qu'en fait, il y a pour beaucoup de femmes un vrai désir d'enfant. Il y a un vrai désir d'enfant, un vrai désir d'agrandir la famille. Et il y en a beaucoup qui se retrouvent à se dire non, j'aurai un enfant unique. Alors on a l'entourage qui lui dit mais allez, c'est pas cool, faut donner un petit frère ou une petite sœur. Non, en fait, c'est juste pas possible. Et à un moment donné, oui, en tout cas, c'est pas envisageable pour des femmes de se dire qu'elles jouent avec ni leur vie, ni la vie en fait de l'enfant qu'elles mettraient au monde pour se dire je vais faire une IVG parce que je veux pas vivre ce que j'ai fait. Les 15,2% dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une étude américaine qui a été publiée en 2007 sur 808 femmes de tout pays qui ont vécu l'AG. Il faut savoir que dedans, dans ce pourcentage-là de femmes qui font des IVG, donc sur les 15,2%, il y a 39% qui font entre 2 et 10 IVG à cause de l'AG. Donc, il faut voir que c'est atroce. On ne parle pas juste d'une « Oh tiens, j'ai fait une IVG, c'est un mauvais souvenir et puis j'irai voir une psy pour pouvoir faire passer ça. » Non, on peut arriver et du coup, on est sur une moyenne. Donc, ça peut être 10 et c'est vraiment, vraiment, vraiment lourd. Et du coup, on avait justement une question en préparation de ce live d'une personne qui se demandait si elle avait eu l'AG pour la première grossesse, si ça allait apparaître forcément pour les suivantes.
Oui, Non, le pas, problème de gêne. Ah d'accord, ok. pas forcément, mais généralement, c'est plus dans le cas inverse. C'est-à-dire qu'on a D'accord. souvent, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de témoignages de femmes qui. Mais il y en a, mais c'est sûrement des exceptions qui confirment la règle, je ne sais pas. Mais des femmes qui, plutôt, n'ont pas eu d'HG pour la première grossesse, et puis par contre, pour la deuxième, long. Donc, c'est plus généralement dans ce sens-là. D'accord, mais c'est pas forcé d'en avoir une pour la première et que ça se... Tout à fait. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui nous écoutent et qui sont atteintes justement par cette pathologie et à leur conjoint? Oui, alors déjà de se renseigner dans un premier temps sur la maladie, de contacter l'association, de checker les listes de Mapato pour pouvoir vraiment aider ces femmes-là à trouver le meilleur des protocoles pour les accompagner. Après, il faut aussi savoir qu'il y a des aides de la CAF qui peuvent être mises en place. Ça, c'est vrai qu'on en parle pas souvent. Des aides familiales ou des aides ménagères qu'on peut avoir, parce que c'est vraiment une vraie aide. Il faut savoir que pour ma part, j'avais pas d'enfant. Je sais pas comment j'aurais fait si j'en avais eu un. Des femmes qui, du coup, décident d'agrandir la famille et qui ont un enfant en bas âge, c'est juste impossible de s'en occuper. Ouais. Elles n'ont pas forcément leurs proches, comme moi j'ai eu la chance de l'avoir à côté. Donc c'est important de pouvoir se dire qu'on peut avoir une aide là-dessus. Il y a aussi des aides par les mutuelles qui peuvent être faites après les hospitalisations. D'accord. Et aussi, et surtout, parce que généralement, comme je le disais tout à l'heure, c'est des femmes qui n'arrivent plus à travailler, qui ont des arrêts de travail qui se cumulent, donc du coup, il y a une vraie perte de salaire. Je ne l'ai pas fait, j'aurais bien voulu le savoir avant, c'est qu'il y a généralement les assurances, en fait, qui peuvent être contactées par rapport aux prêts bancaires pour pouvoir, pallier à cette perte de revenus. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que c'est quasiment un an de sa vie qu'on met presque en stand-by. Enfin, 9 mois, c'est beaucoup. Donc, c'est important d'en parler. Voilà. Et côté conjoint, du coup, d'être fort, d'être là. Être là avec un grand L et un grand A. Chacun, en fait, va gérer à sa façon. Je sais que c'est pas forcément évident pour les conjoints. Moi, en tout cas, j'avais vu le mien qui était démuni, mais qui était quand même dans l'action. En tout cas, il faut surtout pas ignorer ce que votre femme vit. Il faut essayer de l'aider du mieux possible. Je sais que c'est dur ce que je vais dire, mais essayez aussi de lui faire garder un minimum de dignité, même si généralement on le perd, parce que c'est vrai que c'est pas facile aussi de se voir retrouver, devoir faire ses besoins par son mari dans une bassine parce qu'on ne peut pas se lever, autant les gros que les petits. D'avoir les cheveux qu'on peut plus laver, avoir des nœuds atroces, même plus s'habiller ni rien, parce que de toute façon, ça sert à rien, on n'en est même pas là. Ouais. Et du coup, parfois, un petit mot, un petit geste, un petit regard du conjoint, en tout cas, sur ça peut aussi parfois vraiment nous marquer, parce que y a beaucoup de femmes qui sont alitées, qui n'arrivent pas à parler, qui passent leur temps à vomir et qui n'ont même pas en fait l'énergie d'exprimer à leur conjoint un merci ou en gros de répondre à leurs questions. Donc en tout cas, sachez que tout ce que vous pouvez faire, vraiment, ça va leur donner vraiment de la force pour pouvoir surmonter tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'assaut du coup, pour les minutes qui vont nous rester, l'histoire, voilà, qu'est-ce que vous faites Ah oui, en effet. C'est hyper court, précis et concis, mais ça va pas être dur. Non, mais c'était hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, l'histoire de l'association, elle a été créée en 2018 et initialement pensée par Alicia Savant, qui est une femme qui a vu justement sa grossesse qui s'est arrêtée tragiquement. C'était sa première grossesse. Elle a vécu l'AG de façon atroce, comme la majorité des femmes qui vivent l'AG, et a été emmenée, notamment elle, en hôpital psychiatrique. Parce que par faute de prise en charge, par faute de médicamentation qui fonctionne, par faute d'être prise au sérieux des intervenants. Et au final, il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, on a un petit peu le côté de IVG, puis aussi les femmes elles-mêmes se disent je vais faire une IVG parce que de toute façon, je ne vais pas mourir. Et donc qui, malheureusement, du coup, a dû avoir sa grossesse qui s'est terminée de façon tragique et qui s'est dit je veux pas que d'autres femmes vivent ça. Donc elle a décidé de créer l'association et en décidant de créer ça, elle a rencontré en fait Audrey Tranchant qui elle aussi a été victime d'hyperémèse gravidique et donc elles ont monté l'association dans le but vraiment d'aider, d'informer, d'accompagner et de soutenir l'ensemble des femmes qui vivent ça. De toutes les manières qu'on pourra en tout cas parler rapidement tout à l'heure, mais vraiment faire énormément d'actions pour que l'hyperémèse gravidique soit enfin connue et reconnue comme pathologie. C'est important parce qu'en fait en France,
bon, vous tombez sur un gynécologue qui est sympa et puis pour peu qu'il ait eu une sœur qui l'ait eu, il va vous dire oui, je sais ce que vous vivez. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne l'acceptent pas comme pathologie parce qu'en France, aujourd'hui, ce n'est pas encore reconnu comme pathologie. On y travaille à l'association, notamment avec le CNOF, le Collège national des obstétriciens et gynécologues de France, où il y a énormément en fait, d'actions qui sont menées, ou en tout cas donc, les fondatrices et l'association travaillent beaucoup avec eux, notamment sur les protocoles, sur la vraie... Aujourd'hui, ah, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais, le téléphone n'a pas survécu. La batterie commence un peu à toutes ces histoires. Donc ouais, par rapport notamment à ce que je disais à la définition de l'AG, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition à proprement parler. On parle d'un côté de vieillissement inconversible. C'est pas que ça, comme je le disais en préambule tout à l'heure. Et il y a énormément du coup d'actions qui sont faites avec eux, notamment quand il y a eu la mise en place sur le marché du Cariban. Donc voilà. Ok. Et donc, une des actions, ça a été de nous contacter, nous, Mapato. Est-ce que tu sais pourquoi, voilà, comment vous nous avez connus, qu'est-ce qui vous a décidé à créer cet annuaire de spécialistes qui connaissent l'AG? Bien sûr. Alors, en fait, il faut savoir que du coup, depuis que l'association a été créée, donc on est aujourd'hui, on a 21 ambassadrices dans toute la France. Donc, par région, qui sont définies par région. On peut retrouver sur votre site internet? Exactement, qui ont leurs coordonnées mail sur le site internet que vous pouvez retrouver très facilement par région, donc c'est assez facile. Et du coup, on a déjà, nous, de base, un réel annuaire de médecins, donc généralistes, gynécologues, obstétriciens, sages-femmes, HG friendly, qu'on communiquait en fait aux femmes assez régulièrement. Donc c'était une de nos actions les plus fortes en tout cas, notamment par les réseaux pour les femmes. C'est-à-dire que généralement, elles nous contactent en nous disant voilà, moi je suis du 82, je suis du 78. Parfois c'est les maris qui nous contactent à leur place parce qu'elles ne peuvent pas. Et nous demandent est-ce que vous avez un médecin qui peut nous aider. Et donc du coup on avait déjà nous en fait un annuaire qu'on mettait à jour régulièrement. Alors il faut savoir que cet annuaire est alimenté par en fait les retours des femmes. Donc, quand on a des super retours avec les médicamentations, on met le médecin. Et puis, si on a des retours pourris, on le supprime en se disant attention, on ne veut pas emmener une femme vers ce professionnel de santé-là. Et du coup, donc en fait, avec les fondatrices, donc on a vu du coup que Mapato existait. Je sais que du coup, Audrey était en contact avec Lorraine, et puis en fait, ça tombait complètement sous le sens, étant donné que c'est aujourd'hui une pathologie, une maladie à part entière qui fait partie de la liste que vous avez du coup dans le site. Donc, je trouve que ça donne une vraie collaboration, un vrai sens. C'est vraiment dans la continuité de toutes les actions qui ont été faites par l'association pour continuer à essayer de faire reconnaître en fait la maladie en tant que telle. C'est vrai que moi, quand j'avais reçu, je pense que c'est Audrey qui m'avait contacté il y a quelques mois pour m'expliquer, je ne connaissais absolument pas la maladie. Et c'est justement quand en fait on ne connaît pas les maladies qu'on sait que ça va être très compliqué le parcours du combattant pour trouver un soignant. Bien sûr. Donc justement, pour faire un petit peu voilà, rapidement, pour terminer là-dessus, donc vous pouvez trouver l'ensemble des spécialistes que vous avez identifiés, que vous nous avez aidé à identifier, et on reçoit des identifications chaque jour de patientes qui viennent recommander des soignants. Donc, ça peut être des gynécologues, ça peut être des sages-femmes, ça peut être des infirmières, ça peut être des paramédicaux en général. Ça peut être des sophrologues aussi qui aident. Alors, petite parenthèse, pour faire un petit complément par rapport à ce que tu dis. Il y a également les coordonnées. En fait, on a une permanence téléphonique. Donc, vous pouvez voir sur le site en fait les coordonnées d'une sophrologue qui est dispo du coup sur un créneau horaire, et que les femmes peuvent contacter. Et également, le fait d'avoir une permanence téléphonique constante, si je puis dire, ça fait partie aussi des projets qu'on va avoir du coup pour l'année prochaine. Ouais, génial. Ça, c'est top. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que vous nous avez transmis cette liste. On les a tous contactés. Et du coup, c'est assez rare, mais on a eu pas mal qui nous ont dit qu'ils ne prenaient pas en charge l'AG. D'accord. Et pour te dire de mon expérience de 1 an et demi à faire ça, parce que c'est moi qui les contacte, j'ai eu une seule fois ces retours pour la fibromyalgie. Ça tombe sous le sens, en fait. Au final, ça met vraiment en lumière tout ce qu'on dit et tout ce qu'on explique parce que c'est comme si c'était tabou. En fait, ils n'ont pas envie de prendre en charge ça. Ils savent qu'après, derrière, ça va... Voilà, c'est un flou artistique pour eux et c'est vraiment, vraiment difficile parce que du coup, les femmes se sentent juste incomprises. Et puis, en fait, ça ne colle pas en fait, avec la santé en France. C'est-à-dire que normalement, on a des professionnels de santé, ce sont les sachants.
On est censé aller les voir, ils sont censés aller nous conseiller, nous aiguiller, et on se retrouve paradoxalement face à des médecins qui nous ferment la porte. Mais en fait, c'est d'autant plus pertinent de créer cet annuaire sur Matato quand on sait que certains spécialistes ont refusé d'être là, d'être référencés. Et donc, ça veut dire que si demain, il y aurait une patiente qui va le voir, certainement, ça ne se passerait pas forcément bien, en tout cas pour la patiente. Voilà. Et à contrario, on en a eu qui nous ont félicité, qui nous ont dit que c'était une super idée. Donc, on est très satisfaits. Et donc, voilà, n'hésitez pas à alimenter cette liste. Il n'y a pas que des médecins spécialistes. Il y a des soignants, il y a des paramédicaux. Voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer et qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à partager, que ce soit pour vous ou pour d'autres. Mais vraiment, nous, ce qu'on offre sur Mapato, c'est une liste de soignants qui ont été référencés par des patients qui ont la même maladie et qui ont été tous contactés pour être listés. Donc, ceux qui ne souhaitent pas être sur le site ne le sont pas. Ça, c'est très important pour nous. Ceux qui ne sont pas disponibles, ceux qui ne souhaitent pas prendre en charge des patients qui ont cette maladie, ils ne le sauront pas. Mais c'est top. Ça permet de gagner du temps et un temps interminable pour toutes ces femmes. Écoute, si ça te va, on va prendre les questions. S'il y en a, il nous reste 3 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder les questions qu'on avait reçues. On a beaucoup de témoignages de personnes qui sont choquées. C'est choquant, oui. Et quel est le rôle de la sage-femme ? Elle peut avoir un rôle clé. D'ailleurs, complément par rapport à la sage-femme, il y a les doulas qui peuvent avoir aussi un rôle vraiment très, très, très important. On travaille avec eux. On a participé d'ailleurs au congrès des doulas de France à Paris en 2019. Parce que c'est des accompagnantes de la grossesse, comme peuvent l'être les sages-femmes. Aujourd'hui, on met vraiment une différence entre le gynécologue et la sage-femme. Alors, pour plein de raisons, il y a des femmes parfois qui se sentent plus à l'aise avec une sage-femme qu'un gynécologue. Oui. En tout cas, la sage-femme est censée vous accompagner, en tout cas pendant tout le long de votre grossesse. Elle peut le faire d'ailleurs du début à la fin, si elle est d'accord avec ça, indépendamment du fait que vous ayez votre gynécologue ou obstétricien que vous voyez en hôpital ou en clinique. Et elle peut vraiment avoir un rôle clé dans le sens où elle peut être un petit peu comme la personne qui va passer l'information, un peu la pierre angulaire entre la femme qui peut vivre cette pathologie, être aussi un peu un soutien pour elle, parce que les sages-femmes sont quand même généralement proches de nous, c'est celles qui nous font les pénitaux, elles ont, enfin généralement, elles sont douces, elles sont bienveillantes, donc elles peuvent vraiment avoir un rôle clé, et ça arrive aussi qu'elles soient en contact direct avec le gynécologue, parce qu'elles ont des prescriptions médicales qui peuvent être limitées. Donc du coup, elles ont vraiment un rôle qui est clé, en tout cas dans la pathologie que les femmes peuvent avoir, qu'est l'hyperémèse gravidique. Il ne faut pas hésiter à les recommander justement pour d'autres défauts. Donc, on a reçu des questions. Je voudrais savoir s'il y a plus de femmes qui ont l'hyperémèse gravidique durant toute la grossesse, ou est-ce que la plupart, ça s'arrête au bout de 3 mois ? Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études par rapport à ça, donc je ne pourrais pas répondre officiellement. Néanmoins, il y en a beaucoup pour qui ça s'arrête. Je dirais, la moyenne, c'est entre 4 et 5 mois. D'accord. Je ne dis pas que ça s'arrête, pardon, c'est moi qui me suis mal exprimée, mais en tout cas, ça s'atténue et que la femme peut un petit peu mieux vivre. Et parfois, ça reprend aussi à la fin. Après, il y a aussi le cas où la femme le vit du début, du premier jour, au 9e mois. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de réponse particulière, ça dépend. C'est propre aussi à chaque grossesse. Donc, ouais. On a combien de semaines, je pense, d'aménorrhée doit-on prendre le Cariban ? Alors, là-dessus, il faut vraiment vous rapprocher du coup du professionnel de santé qui vous le prescrit. Là-dessus, ça sera à lui vraiment de vous dire à partir de quand vous pouvez le prendre. Communément, c'est un médicament qui peut être pris vraiment dès le début, hein, et on n'est pas sur une prescription qui se fait à la fin ou d'attendre que les symptômes s'installent. Mais après, vraiment, il faut que les femmes soient cadrées par leur professionnel de santé et qu'elles puissent vraiment aussi avoir un suivi et pas le prendre elles comme elles le désirent, parce que du coup, malheureusement, avec la maladie, elles peuvent très vite se sentir dépassées. On a une question, est-ce que le protocole pourrait être partagé ? Donc, je pense que c'est le protocole que tu as eu aux États-Unis. On va peut-être demander à la personne de nous confirmer que c'est bien le protocole. Oui, je pense que pas sûr que c'est peut-être ça. Parce que... Donc, juste si Ami Photographie peut nous confirmer
ta question. J'en profite du coup. Donc, on avait reçu 3 questions. Est-ce que l'AG peut durer seulement une partie de la grossesse? On vient d'y répondre. Si on a souffert pendant la première, est-ce que ça revient pour les autres? Et est-ce que l'injection de Rofilac peut aggraver l'hyperémèse gravidique? Bon, ça, il vaut mieux demander au médecin. Hein, Tout à fait. Tout à fait. ça sera plus sûr. Donc oui, on a la confirmation. C'était bien le protocole que tu as reçu grâce aux États-Unis en passant par les États-Unis. Alors, par rapport à ça, en fait, c'est du coup un protocole qui aujourd'hui est complètement faisable en fait en France. Comme je le disais, moi pour ma part, j'ai eu le médicament qui est prescrit lors des chimios, qui était combiné en fait aux médicaments qui n'existaient en fait qu'à l'époque aux États-Unis. L'association n'existait pas, mais aujourd'hui le Cariban est là. Les autres médicaments sont là aussi. Donc en fait, l'idée c'est que moi, le protocole qui a été mis en place, c'était par rapport aussi à mon histoire, à ce que j'ai vécu et à la force de l'AG que j'ai eu. Chaque femme va être différente et il faut vraiment prendre le médicament qui va fonctionner avec vous. Mon protocole à moi ne fonctionnera peut-être pas avec une autre. Donc, il faut vraiment pouvoir se rapprocher des professionnels AG friendly qu'on trouvera sur Mapato. Ouais, complètement. Bah, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie. Merci pour ton témoignage. Je sais que voilà, ça peut remet des souvenirs douloureux, mais c'est grâce à ce type de témoignage voilà, on a reçu énormément de merci. Merci pour ta clarté, merci pour ta franchise. J'ai pas eu le temps, moi, de lire. En tout cas, désolée parce que le téléphone est loin, donc j'ai pas lu tout. En tout cas, il y a beaucoup de merci. Merci du partage. Merci à vous. En tout cas, voilà, comme je disais, c'est vraiment dans la continuité des actions de l'association. On essaye de travailler avec beaucoup de médias, le maximum qu'on puisse avoir. On a eu plein de publications dans plein de magazines de santé, et puis notamment, en tout cas, le dernier aussi grâce à notre collaboration, comme en tout cas le Figaro, Top Santé, etc. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de faire parler de la maladie, que ça fasse un petit peu des petits, sans mauvais jeu de mots, et que du coup, aujourd'hui, quand on soit, je sais pas moi, enfin un dîner, et que quelqu'un entend parler d'hyperémèse gravidique, il se marre pas, et 2, il sache ce que c'est. Ouais, et on arrête de dire c'est normal de vomir pendant la grossesse. Tout à fait. Exactement. Il faut bien retenir ça. Merci beaucoup, Soumaya, c'était très intéressant. Merci pour ton temps avec nous. En tout cas, de vous avoir et puis de répondre aux questions. Et en tout cas, n'hésitez pas à contacter l'association, regardez le site internet, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, et du coup, en tout cas, directement sur les adresses mail qui sont indiquées. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous et puis on espère de tout cœur que nos filles et petites filles ne vivent pas ce qu'on a vécu. Voilà. Exactement, mais maintenant qu'on en est informé, on est plus armé pour être sensibilisé et diagnostiquer rapidement le fléau. Ouais. Merci beaucoup. Exactement. Merci à toi, très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Très bonne soirée. Merci. Au revoir, à bientôt.